Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Nancy Kawaya. Bienvenue sur Vox Africa. Vous regardez l'émission Entre-temps. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un avocat d'affaires réputé en Belgique et reconnu sur le continent, Maître Guillaume Teffengang. Maître Teffengang a une licence en droit privé et un DES en droit international des affaires de l'Université libre de Bruxelles. Après avoir collaboré dans des cabinets d'affaires à Bruxelles et au Luxembourg, il lance le cabinet Tilex en 2015 au Cameroun, à Yaoundé. Bonjour Maître Teffengang. Bonjour Nancy. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir dans vos studios. Peut-être que la présentation était très brève. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours ? Je dirais que la présentation était quasiment complète. Je pourrais simplement ajouter en disant que je suis des diplômés de l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun. C'est après avoir obtenu mes diplômes à Yaoundé 2 que je me suis inscrit à l'Université libre de Bruxelles, non sans avoir au préalable fait une formation en gestion des projets de développement, en gestion des cycles de projets de développement. L'idée Tilex m'est venue, du moins a été suggérée lors d'une discussion que j'ai faite avec des confrères, principalement l'un de mes amis, Maître Luca Rochini, qui a cofondé avec moi le cabinet Tilex. Donc Tilex, fort de l'expérience que lui et moi avions eue lors de nos différents séjours ou différentes prestations dans des cabinets ou collaborations dans des cabinets, nous avons donc pensé que le moment était venu pour nous de pouvoir créer un instrument ou bien mettre sur pied un cabinet qui serait destiné à l'Afrique, car nous avions tous deux parcouru tout ce qui est African Desk d'un certain nombre de cabinets d'affaires locaux. Pourquoi avoir décidé de fonder votre cabinet à vocation africaine? La plupart du temps, beaucoup de cabinets se positionnaient comme étant des cabinets spécialisés sur l'Afrique sans malheureusement connaître l'Afrique, sans malheureusement y avoir mis pied, tout en collaborant avec des cabinets locaux qui leur faisaient du reporting ou traitaient leurs affaires et que ces cabinets mettaient sur leurs en-têtes. Nous avons donc pensé qu'il valait mieux avoir un cabinet qui réponde à ce double impératif, avoir un pied réel en Afrique et y travailler réellement, ramener à nos clients des résultats palpables de terrain, ramener l'expérience de terrain, ne pas nous contenter uniquement de faire travailler des cabinets locaux sur des problématiques assez spécifiques. Donc, tout en collaborant avec ces cabinets locaux dans certains domaines qui relevaient de leurs compétences. Que fait un cabinet d'affaires? Quels sont les types de clients que vous ambitionnez d'accompagner? Nous accompagnons non seulement des clients étatiques. Par exemple, nous sommes en Belgique, le Conseil de l'État du Cameroun. Nous accompagnons à côté tout ce qui est entrepreneur. Nous entrons dans des entrepreneurs au sens large du terme, dont ça part de la petite entreprise ou la toute petite entreprise à la multinationale. Donc c'est vrai que prioritairement, nous pensons accompagner ces petites entreprises ou ces petites et moyennes entreprises qui n'ont pas la capacité de s'offrir les services de ce que nous appelons les Big Five ou les Big Ten. Nous les amenons avec des budgets tout à fait raisonnables sur le continent et nous permettons que ces personnes puissent découvrir le marché, puissent s'y installer et puissent y prospérer. Je suis certaine que les téléspectateurs se demandent finalement les entrepreneurs petits, grands, quelle taille? Vous avez mentionné la taille, mais est-ce que par exemple vous-même, en tant que juriste, vous vous considérez comme un entrepreneur? Oui, très certainement. Les réformes législatives récentes, aussi bien en France qu'en Belgique, ont consacré toute personne qui mène une activité comme étant un entrepreneur. Donc l'entrepreneur n'est plus simplement celui qui a une grosse structure ou alors cette personne qui mène une activité commerciale spécifique. Toute personne désormais qui crée de la richesse ou qui crée de la valeur peut se considérer comme entrepreneur et d'ailleurs au sens légal du terme considéré comme un entrepreneur. Tilex est présent dans 10 pays différents, vous allez peut-être pouvoir nous préciser comment, et accompagne les clients dans 6 langues différentes. Vous avez l'ambition d'être l'allié des grands investisseurs également. Comment est-ce que vous vous distinguez par rapport à
aux propositions qui existent déjà localement? Nous essayons, de par notre double culture, à savoir le fait que nous sommes des ressortissants du continent, nous y avons étudié, nous connaissons les us, nous connaissons les mœurs, et l'autre fait que nous avons étudié en Occident, que nous y avons fait nos premiers pas, que nous y avons travaillé, que nous y avons acquis de la compétence ou des capacités à gérer des dossiers complexes. Donc nous pensons pouvoir apporter cette compétence que nous avons acquise en Occident vers le continent. Il faut dire que le continent ne manque pas de compétences, donc ce sera une espèce de complémentarité. Sur le continent, des personnes savent faire très certainement des choses que nous ne pouvons pas faire ou que nous ne savons pas faire. Et de l'autre côté, nous avons une certaine approche qui n'est pas celle du continent. Nous parvenons donc à créer ce pont entre le continent et l'Occident, et en permettant que l'entrepreneur occidental qui voudrait s'installer chez nous sur le continent puisse s'y installer de manière très très aisée. Et de même, nous pensons que l'entrepreneur de chez nous, l'entrepreneur du continent, qui voudrait contracter avec un occidental, ne puisse pas être lésé, parce que nous sommes là effectivement pour pouvoir, de par cette double culture dont je parlais tout à l'heure, nous sommes là pour pouvoir assurer un certain équilibre entre les deux parties en réalité. Vous pourrez nous parler de vos domaines de prédilection, ou bien les domaines dans lesquels vous accompagnez essentiellement vos clients? Les domaines dans lesquels nous travaillons principalement, c'est le droit des affaires, vous l'avez déjà dit. Et dans le droit des affaires, nous faisons principalement tout ce qui touche aux contrats internationaux. Donc ça, c'est les matières que nous pratiquons au quotidien, les contrats. À côté de cela, nous avons des matières non juridiques, notamment les levées de fonds, parce que nous savons que le financement constitue l'un des principaux obstacles à la création et au développement des entreprises. Donc nous permettons parfois, fort de notre carnet d'adresses, nous parvenons comme cela à permettre à certaines entreprises locales, à certaines entreprises du continent, à lever des fonds sur les marchés financiers internationaux, les marchés financiers occidentaux. Également, il y a une autre pratique qu'il faudrait bien garder en esprit, c'est le lobbying. Certains projets, pour qu'ils puissent atteindre un certain aboutissement, nécessitent un certain lobbying. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous avons cette partie juridique, à savoir la rédaction des contrats, le contentieux. Il peut être contentieux devant les juridictions étatiques ou devant les arbitres, dans le contentieux de l'arbitrage, et des matières non juridiques, à savoir tout ce qui touche à la levée de fonds, quoique la levée de fonds doit avoir un soubassement juridique, et la matière de lobbying pour permettre à nos clients de pouvoir réaliser au plus vite les ambitions qui sont les leurs. J'espère que vous qui nous suivez, vous vous faites une idée, une photo un peu de ce que fait un avocat d'affaires au quotidien. Alors, Maître Tefengagne, peut-être vous pourrez nous parler de certaines affaires dont vous êtes fiers au sein du cabinet que vous êtes fiers d'avoir accompagné. Nous avons accompagné un certain nombre de nos clients, et nous avons pu aboutir à la réalisation de certains nombre de choses. Donc, nous avons été, par exemple, très très récemment, nous avons pu atteindre le point d'achèvement d'un projet sur lequel nous travaillons depuis quelques années déjà, à savoir un projet d'adduction en eau potable en RDC au Cameroun. Très récemment, nous avons pu assister directement à la mise en marche des stations pilotes de traitement, de distribution et de stockage d'eau en RDC, principalement dans des régions d'Ensel, et nous y accompagnons un consortium constitué de la société de droit congolaise Steve Construct et une société de droit belge Sotratwater. Les deux ensemble se sont alliés pour pouvoir proposer une solution. Nous avons accompagné ce projet depuis le début, nous l'avons conçu avec notre client, nous avons mené les négociations avec les autorités locales congolaises, et nous avons pu aboutir après quelques levées de fonds, à la mise en œuvre effective de ce projet. Au Cameroun, nous sommes quasiment en train d'aboutir sur la même problématique d'adduction en eau potable. Parallèlement, nous avons accompagné des clients dans le domaine de l'agroforesterie, une structure belge qui est active dans l'industrie forestière au Cameroun. Nous avons accompagné des structures de taille plus modeste dans leur constitution, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en RDC.
Donc, d'une manière générale, ces derniers temps, nous sommes de plus en plus actifs sur le continent. Nous y allons quasiment, nous y passons, on va dire clairement les choses, les 3/4 de notre temps. Parce que le continent se développe, des entreprises européennes veulent s'y installer et les entreprises locales veulent consolider leur position. Actuellement, nous sommes en train de clôturer les formalités en vue de l'exécution d'un projet immobilier, un important projet immobilier au Cameroun. C'est la reconstruction d'un camp de logement, ça s'appelle localement des SIC. Et en RDC, nous avons également été très impliqués dans l'exécution d'un vaste projet immobilier pas très loin de l'aéroport de Ndjili. C'est le fameux le Biko, ouais, le Biko, ouais. Non, Kitoko. Okay. Kitoko, ouais. Vous intervenez de la conception d'une entreprise ou d'un projet à son développement. Finalement, peut-être que les téléspectateurs qui regardent avec moi se demandent à quel point est-ce important de faire appel à un avocat d'affaires dans son business. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques éléments? On va dire que contrairement à un avocat qui fait du contentieux, c'est une matière qui est très appréciable, hein, qui a son mérite. L'avocat d'affaires est un avocat qui accompagne une entreprise. C'est un avocat qui vit avec une entreprise. L'avocat s'imprègne du contexte de l'entreprise, essaye de comprendre le contexte économique et concurrentiel afin de lui apporter un conseil adapté. Donc l'avocat d'affaires est impliqué dans la vie de l'entreprise, est impliqué dans l'exécution des projets depuis leur conception. Parce que pour mieux conseiller notre client, il va bien falloir que nous puissions comprendre le projet, nous assurer que ce projet cadre avec un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de préoccupations et que nous puissions lui apporter le conseil le plus adéquat, nous puissions recommander, nous puissions suggérer le contrat adéquat, que nous puissions suggérer les modes de collaboration adéquats et qu'enfin, nous puissions rédiger les contrats tels qu'il faut. Les contrats, nous prendrons les cas des BOT, des PPP. Pour pouvoir aboutir à un PPP, il va bien falloir que nous puissions comprendre le contexte local, que nous puissions comprendre le contexte du financement, que nous puissions d'ailleurs nous rassurer que la matière qui est visée par la matière dans laquelle notre client souhaiterait s'impliquer répond aux besoins des populations locales ou répond aux attentes des autorités locales. Donc, l'avocat d'affaires est celui-là qui est un bridge entre son client et les marchés sur lesquels le client voudrait s'installer et y investir. Alors dans le contexte africain, et c'est le cas pour plus de 17 pays, il me semble, 17 pays africains, c'est l'OHADA qui pilote l'harmonisation du droit de l'espace juridique dans le monde des affaires. Et malgré tout, il y a certains médias parlent encore de problèmes de non-respect des réglementations, de problèmes de corruption. Comment vous arrivez avec votre cabinet à satisfaire, à rassurer les investisseurs, vos interlocuteurs qui désirent investir en Afrique? Il faudrait déjà dire que le problème de non-respect des réglementations ou de corruption, ces problèmes ne sont pas propres à l'Afrique. C'est des problèmes qu'on rencontre, c'est même l'essence du monde des affaires. Dans certains endroits, certains pensent que pour faciliter l'obtention de l'un ou l'autre marché, il faudrait glisser ce qu'on appellerait des pots de vin. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous, effectivement, ce qui fait notre spécificité, c'est que, en tant qu'avocat installé dans un barreau occidental, nous sommes soumis au respect d'une certaine réglementation. Tout comme nos clients, il y a cette obligation de contrôle AML, anti-money laundering, donc anti-blanchiment, et financement du terrorisme, c'est des obligations qui nous incombent. Nous sommes obligés de vérifier, d'identifier nos clients, de nous rassurer que les moyens que nos clients voudraient investir sur le continent ne sont pas le fruit d'un certain nombre de pratiques illégales. De l'autre côté, quand nous allons sur le continent, nous essayons d'expliquer aux gouvernants, parce que quand on parle de corruption, c'est bien entendu avec les personnes qui décident, nous essayons d'expliquer aux décideurs que chaque fois que l'investisseur
augmentera les sommes qui sont nécessaires à la réalisation du projet, chaque fois que cela sera fait, on accroîtra le poids de la dette. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a des projets dans certaines juridictions, des projets qui passent d'un montant X à un montant X fois 10. X fois 10, pourquoi? Parce qu'on y a ajouté un certain nombre de frais non prévus. Donc nous essayons d'expliquer aux nôtres que chaque fois qu'on nous irons vers ce genre de pratique, nous allons davantage plomber nos économies. Ces économies qui sont assez fragiles, ces économies qui se lèvent difficilement, nous essayons donc toutes les fois que nous pouvons d'éviter la chaîne intermédiaire, parce que c'est cette chaîne intermédiaire qui crée les problèmes de corruption. On doit payer X pour rencontrer Y, lequel nous permettra de rencontrer Z, et à chaque fois, il faudra payer. Alors nous essayons, nous, à notre niveau, d'éviter toutes ces chaînes intermédiaires et de traiter avec les décideurs. Ces décideurs sont accessibles au demeurant, contrairement à ce que l'on pense. Mais c'est simplement parce que des personnes ont créé cette illusion de ce que l'on ne peut pas rencontrer un ministre ou un directeur général, lequel est l'autorité décisionnaire. Alors là, se créent donc toutes ces problématiques, il faut payer ici, il faut payer là. Non, nous autres, nous essayons d'aller directement vers celui qui a la décision, celui qui prend la décision. D'ailleurs, ces personnes sont toujours assez contentes de nous recevoir et de nous apporter le conseil qu'il faut, et aussi de recevoir nos clients, de discuter avec nos clients. Et ensemble, très souvent, on a pu trouver des solutions adéquates aux problèmes qui sont posés. Et parfois même, ces mêmes gouvernants permettent de rectifier le tir, permettent de réorienter l'investissement de nos clients. Donc ça, c'est un peu la plus-value que nous avons. Ça permet donc, en discutant avec la partie signataire, d'éviter toutes ces problématiques liées à la corruption, qu'il faut-il le rappeler, qui ne sont pas propres à l'Afrique. En Europe, et ça et là, on a les fameuses DNA, dépenses non admissibles. C'est cette partie-là qui permet de faciliter l'obtention d'un ou tel taux de marché. Merci de souligner que la corruption n'est pas qu'un mal africain, comme on semble souvent le dire. Il faut dire qu'on en parle peut-être plus lorsqu'on parle du continent, du cadre des affaires sur le continent. Et puis, on sait que les gens nous suivent de partout sur Vox Africa. Et très certainement des investisseurs, des entrepreneurs qui ne savent pas encore s'ils peuvent aller investir, si c'est sûr d'aller investir. Vous qui y êtes à 3/4 de votre temps, que diriez-vous à tous ces gens qui hésitent à aller investir en Afrique? Est-ce que le climat est stable? Est-ce que c'est plus stable qu'avant? Et puis, quelles sont peut-être y a-t-il des belles opportunités d'investissement? L'Afrique, au juste se positionne ou bien se présente comme le continent du futur. J'en veux pour preuve, dans un avion qui va vers l'une quelconque des destinations africaines, le nombre d'Occidentaux que nous retrouvons dans les avions parfois excède de celui des Africains. Et inversement, quand l'avion quitte l'Afrique vers l'Occident, c'est le contraire. Beaucoup de ces Occidentaux sont restés et c'est les nôtres qui remontent vers l'Occident. Cela démontre à suffisance que l'Afrique est le continent du futur. D'ailleurs, tout le monde le dit. On a vu avec les pandémies, la dernière pandémie Covid, que l'Afrique est le continent qui s'en est le mieux tiré. Pourquoi? Parce qu'on a une population jeune. C'est une population jeune qui, en plus, est bien formée. Contrairement à ce que l'on peut dire, en Afrique, les universités sont suffisamment... on a la matière. En fait, qu'est-ce qu'on va dire? On a la formation y est. On a des enseignants, on a des personnes qui sont formées dans des universités étrangères qui retournent donner des cours localement. Et parallèlement à cela, on a une nouvelle classe de dirigeants. Cette nouvelle classe de dirigeants sont des jeunes, pour la plupart, qui sont formés en Europe, qui ont, on va dire en Occident d'une manière générale, parce qu'on a des cadres qui viennent des États-Unis, des cadres qui viennent du Canada, et des cadres qui viennent du vieux continent, pour dire comme disait George Bush. Et toutes ces personnes retournent sur le continent avec une ambition, c'est relever l'Afrique. C'est faire de sorte que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Et parallèlement à cela, on a ces jeunes diplômés de nos universités dont je parlais tout à l'heure qui ambitionnent de faire de l'Afrique un autre continent, de faire de l'Afrique un continent sur lequel il fait bon vivre. On a cette émergence d'une classe moyenne aujourd'hui en Afrique. Cette classe moyenne comprend les problématiques. Cette classe moyenne est ouverte à tout ce qui est médias. Cette classe moyenne comprend ce qui se passe ailleurs et essaye d'implémenter ce qui se passe ailleurs chez nous. Donc, je suis convaincu que l'investisseur qui n'a pas encore compris que l'Afrique c'est le continent du futur, c'est l'investisseur qui n'a rien compris. Pour preuve, dans les tout prochains jours, la Belgique organisera 2 missions économiques en février et en mars. L'une au Cameroun,
l'autre à RDC et au Rwanda, un peu plus tard au Sénégal. Pourquoi tant d'attrait pour notre continent si ce continent ne valait vraiment rien? Donc je pense que les nôtres, les entrepreneurs africains, où qu'ils se trouvent, devraient penser à aller s'installer en Afrique, aller voir ce qui s'y passe déjà, comprendre le marché et y implémenter ce qu'ils font ailleurs. Et en parlant des opportunités, est-ce que vous avez peut-être quelques secteurs, vite fait, je pose la question pour vous, hein, de quelques secteurs que vous pensez devraient intéresser toute personne désireuse d'entreprendre sur le continent? Je pense que le continent, comme quelqu'un disait, on peut tout y faire aujourd'hui. On peut tout y faire, depuis l'industrie extractive jusqu'à l'industrie de transformation. Aujourd'hui, si je peux suggérer, si je peux donner un conseil, j'inviterais toutes ces personnes qui sont habiles, ou bien toutes ces personnes qui sont compétentes dans la transformation, d'aller investir sur le continent. La matière première y est. Le seul problème, c'est la transformation. Je prendrai le cas des fruits et légumes. Nous en avons à profusion. Nous en avons qui pourrissent, mais simplement parce que l'on ne sait pas les transformer. Ne parlons pas de l'importation. On en importe, mais on n'en importe pas suffisamment. Malgré tout, il y en a encore qui restent sur le continent. Donc, à mon sens, l'industrie extractive est une opportunité, mais là, il faudrait se rassurer de ce que les États permettent d'extraire et d'importer. Par contre, l'industrie de la transformation est l'industrie qui a le plus de plus-value et le plus de portée. On a dans les services tout ce qui est IT. Aujourd'hui, en Afrique, tout le monde a au moins un téléphone portable et un téléphone de dernière génération, tout ce qui est smartphone. Toute l'industrie, tous les services IT peuvent y être faits. Donc, à mon sens, les principaux domaines seront l'IT, ce sera l'industrie de la transformation et très certainement le développement du commerce, le e-commerce. Il faudrait y penser. Je le disais tout à l'heure, on a tous un smartphone. On a des personnes qui se trouvent on prend un pays comme la RDC qui est un État continent. À deux bouts de la RDC, on peut faire des transactions sans se déplacer. Merci Maître Tefengang pour cette note positive et encourageante pour notre continent. Et pour revenir à Tilex, finalement, quelle est l'ambition de Tilex pour les prochaines années et où est-ce que vous voyez le cabinet, disons, dans 5 ans? Nous voudrions dans un proche avenir nous positionner comme étant l'un des leaders, l'un des cabinets locaux, il faut des choses comme ça, on a des cabinets locaux actifs sur le marché africain. Et pour cela, nous n'hésitons pas à nous allier avec d'autres structures qui pensent comme nous, qui voient comme nous. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je le disais il y a un instant, nous conseillons aussi bien les gouvernements, dont nous comprenons quelles sont leurs attentes, que les entreprises. Nous savons ce que veulent les entreprises. Donc, à très court terme, nous souhaiterions pouvoir être sous quelque dénomination que ce soit. Il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas la prétention de vouloir rester tout seul. Il faut grandir, il faut pouvoir penser sans perdre notre identité au demeurant. Donc, nous voudrions nous positionner comme étant l'acteur de référence des entrepreneurs occidentaux vers l'Afrique et inversement, nous voudrions nous positionner vis-à-vis des entrepreneurs africains comme étant un cabinet qui apporte des services de qualité à des coûts raisonnables. C'est aussi ça un autre challenge. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes présent de manière effective dans 5 pays et grâce à vos collaborateurs dans 10 pays. Est-ce que vous pourrez nous dire lesquels et est-ce que vous avez l'ambition d'aller explorer d'autres marchés? Nous sommes présents de manière physique au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à RDC, au Rwanda, où je salue d'ailleurs notre collaborateur Willy Touaguiramongu, et au Sénégal. Voilà, ça c'est les 5 pays dans lesquels nous avons des bureaux effectifs. Je ne compte pas la Belgique qui est notre marché domestique. Et à côté de cela, nous avons des collaborations organiques avec un certain nombre de cabinets qui se situent dans des États anglophones, parce que c'est des États que beaucoup d'entrepreneurs ne regardent pas, pourtant c'est aussi des États générateurs de richesses. Et nous saluons notre collaborateur Abdelmajid au Maroc. Mais à côté de cela, nous n'entendons pas nous limiter à la conquête ou bien à l'exploration ou à la création d'un pont entre l'Occident et l'Afrique. Nous ambitionnons également de travailler avec d'autres États. Ces derniers temps, nous avons vu
l'attrait que le continent a sur des États comme la Turquie. Je ne voudrais pas parler de la Russie, ça c'est un autre mode de collaboration qui ne nous intéresse pas à l'heure qu'il est. Nous ne sommes pas encore... la collaboration entre la Russie et les États de chez nous ne nous intéresse pas encore. Par contre, la Turquie a un autre mode de collaboration qui est assez interpellant. La Turquie va sur le continent, la Turquie crée de la valeur, crée des entreprises sur le continent, la Turquie signe des accords avec nos gouvernants pour pouvoir implanter des écoles turques dans nos différents États. Nous pensons que si un État aussi strict dans un certain plan que la Turquie ambitionne de conquérir le marché africain, c'est la preuve qu'il y a vraiment de la valeur sur notre marché. Et à côté de cela, donc, nous essayons à ce jour de nous rapprocher du marché turc afin de pouvoir accompagner ces entrepreneurs qui ont une culture juridique totalement différente de la nôtre et différente de l'Occident, qui ont des us et coutumes tout aussi différentes. Nous essayons, nous, de nous positionner également près de ce genre d'investisseurs, près de ce genre d'acteurs, pour pouvoir leur permettre de comprendre notre marché. Heureusement qu'il existe des langues qui nous permettent de communiquer ensemble. Nous espérons que cette interview vous a été instructive et qu'elle vous a permis de comprendre un peu mieux ce que fait le cabinet Tilex, en quoi Tilex peut vous être utile, mais également le rôle d'un avocat d'affaires et comment un avocat d'affaires peut vous permettre d'aller plus loin dans le développement de votre entreprise ou de votre projet. À très bientôt sur Vox Africa dans l'émission Entretemps.